Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 114. La draft vient de se terminer, on est dimanche, il est en France midi, 13h, je ne sais plus exactement, peu importe. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo depuis l'autre bout du monde? Et voilà, et là normalement tu devrais avoir un super beau décalage de 15 secondes. Non, en vrai ça va, et ça doit être une seconde ou deux, grand max, ça va. Non, ouais, mais c'est vrai que quand on a fait le premier essai la première fois, j'ai vu le décalage, j'ai fait « Oh, c'est un truc de malade ». En tout cas, pour répondre à ta question, tout va Vas-y. très bien et super content de pouvoir enfin débriefer de cette draft parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on l'attend, cette draft. Ouais, bah, comme tous les ans, et c'est vrai que tu étais sur le décalage, tu m'as envoyé un texto en disant: «Ah putain, je suis deg, j'ai l'air d'un gros débile là qui répond 4 heures après tout le monde quand vous me parlez, machin». Bon, c'est comme ça, écoute, les gens étaient quand même, on a eu des bons retours sur le fait de partager en vidéo comme ça, donc on va continuer. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à me poser la question, vous êtes impatients de savoir qui a gagné. On a fait un petit concours pour savoir, je vous avais demandé quel était le choix du pick qu'on allait avoir et qui on allait drafter, et donc c'était Malik Nabers en 6, on va en parler. Vous avez été 11, alors je vais partager l'écran puisqu'on va faire le tirage au sort en direct sous huissier, monsieur Thiergo. Et j'ai trouvé un site internet qui te génère un numéro random entre 1 et 11, j'ai ici les numéros, et donc je vais cliquer tout de suite sans plus attendre, c'est le numéro 11, et donc c'est Yann TBO qui gagne Bravo Yann. Oui, Yann qu'on avait vu à Londres. À D'ailleurs. Londres, tout à fait. Oui. Ouais, tout à fait, qui maintenant va avoir le droit à un beau t-shirt Giants France. Ouais. Tu l'as avec toi le t-shirt pour le montrer ou Ouais, il est derrière, c'est trop galère. Attends, je Ouais. viens de débrancher mon micro comme un idiot. Ouais, c'est bon, pardon, j'ai fait n'importe quoi. Je l'ai avec moi, ouais, je les ai stockés derrière, j'en ai quelques-uns en rap, donc c'est plutôt cool, et ça nous permet, grâce à quoi? Grâce au Patreon, et boum, la transition de malade mental. Hop, c'était pas fait exprès, mais est-ce que tu peux nous parler du Patreon, Thiergo, très rapidement? Je te prends de court, mais juste nous rappeler quel est l'intérêt et comment on fait pour participer. Eh ben Patreon, comme vous voyez là en haut de l'écran, c'est patreon.com/onlyagiantpodcast. C'est la plateforme qu'on utilise pour que vous puissiez nous soutenir financièrement si vous le souhaitez. Il y a un système d'abonnement. Comme vous voyez, là, Graham Gano qui, lui, avec ses 3 points, eh ben, il ne coûte que 3 €. Si, comme moi, vous aimez Dexter Lawrence, vous avez le niveau à 10 €. Puis après, il y a Plaxico Burress. Et je crois que le dernier niveau, c'est le niveau Eli Manning. Sachant que pour chaque niveau, plus vous montez en gamme, plus les récompenses sont grandes. Il y a des petits goodies et tout qu'on distribue. Et puis, on en profite surtout pour remercier nos contributeurs passés et actuels, parce que il y en a qui font ça de manière récurrente. Vous n'avez aucune obligation de le faire de manière récurrente. Vous pouvez faire ça en one shot, ça nous aide déjà énormément. Et puis de toute façon, quand vous suivez, quand vous likez, quand vous commentez, nous, ça nous motive de ouf. Et on adore ça, de pouvoir interagir avec vous. Donc encore merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, nous avons besoin de vous pour faire vivre le podcast, et pour faire vivre le blog, et pour faire vivre tout ce qui va autour des Giants en France. Et on va pouvoir commencer à parler de cette draft, mon cher Thiergo. Vous le savez tous. Alors, on va juste avant de parler de Giants, on va très vite revenir sur les picks qu'il y a eu avant nous. Alors, on nous annonçait un florilège de trades. Il n'y en a eu aucun avant nous. Il ne s'est rien passé, absolument rien passé, et tout le monde a drafté. Bon, globalement, on savait, on avait dit pick 1 et 2, ça ne va pas trop bouger. On se doutait que ça allait être Caleb Williams et Jaden Daniels, il n'y avait pas trop de surprises. Ensuite, c'était l'histoire des Patriots. On s'était dit, voilà, est-ce qu'ils vont trade? Et apparemment, ils étaient à l'écoute, les Patriots, puisqu'il y a les Vikings et les Giants qui étaient activement au téléphone. Je pense qu'ils étaient assez convaincus sur Drake May, les Patriots, et que mais ils écoutaient quand même pour savoir s'ils pouvaient trade down. Mais alors, il fallait y aller, à mon avis, à coup de 3 ou 4 premiers tours de draft, où je ne sais pas ce qu'ils attendaient, mais un truc monstrueux. Il y a eu des rumeurs qui disaient que les Giants auraient proposé le premier tour de cette année, donc 6, le pick numéro 2 de cette année, plus le pick numéro 1 de l'année prochaine. Donc ça faisait beaucoup quand même. Mais bon, si honnêtement, tu es persuadé de ton choix et que tu sais que tu vas aller trouver ton QB pour les 10 prochaines années, ça vaut largement ce prix-là. Après, on n'est jamais sûr et certain à 100%. On a vu beaucoup de quarterbacks draftés très haut sur les dernières années qui se sont complètement plantés. Donc on n'est jamais sûr. Et au final, il ne s'est rien passé et les Patriots ont drafté leur QB. En fait, ce qui pouvait se passer, c'est que les Patriots ont beaucoup de besoins, donc ils auraient très bien pu trade down pour aller chercher autre chose et ne pas forcément trouver leur QB dès cette année. Mais ils ont fait le choix, donc je pense qu'ils sont convaincus par ce QB. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ces 3 premiers tours, Thiergo? Rien de spécial, et on enchaîne sur la suite?
Sur ces 3 premiers choix, la seule chose à dire, c'est que il y a quelques mois, on pensait plutôt à Drake May comme deuxième choix pour les Commanders plutôt que Jaden Daniel. Et puis après, les choses bougent. On a vu JJ McCarthy qui montait, qui disait qu'en fait, il était meilleur que tout le monde. On a vu que Drake May ne valait même pas un premier tour, qui serait au deuxième tour. Enfin, bon, plein de fadaises. Tout ça pour dire que Jaden Daniels chez les Commanders, ça me fait chier un peu quand même, parce que c'est un sacré quarterback, et à mon avis, les Commanders, ils doivent être quand même assez ravis de l'avoir récupéré. Mais en effet, comme tu dis, pas beaucoup de grosses surprises sur ces 3 premiers choix. Moi, quand j'ai eu un appel au boulot pile au moment où la draft commençait, donc en fait, je suis arrivé au moment où Drake May a été sélectionné par les Patriots. Je me disais, on n'a pas réussi. Et puis après, on a vu le déroulé. Donc, je te laisse nous expliquer ce qui s'est passé après. Ouais, tout à fait. Allez, oui, Jaden Daniels, effectivement, très bon QB. On va voir toujours l'adaptation à la NFL, il faut voir ce que ça va donner. La petite crainte que j'avais pu entendre, et on en avait parlé au dernier podcast, c'est le fait qu'il puisse potentiellement se péter parce qu'il court c'est un gars qui court beaucoup, qui est très mobile et qui est pas forcément le mec le plus massif de tous les quarterbacks qui étaient disponibles. Donc il va falloir qu'il fasse un tout petit peu gaffe et qu'il prenne soin de lui, mais s'il le fait, effectivement, c'est un très bon QB. Derrière Cardinals, Marvin Harrison Jr., on l'avait annoncé, c'était dans toutes les mock drafts depuis des années, on le savait, ils n'avaient pas trop de raison de descendre non plus, c'était potentiellement, on se disait que c'était possible. Il y a eu des rumeurs aussi il y a quelques temps, on se disait peut-être qu'ils pourraient prendre un quarterback éventuellement. Bon, pour l'instant, ils continuent avec leur QB, donc Marvin Harrison Jr., le choix le plus logique. Après, il y avait les Chargers. Est-ce qu'ils prennent un receveur, puisqu'ils ont perdu des receveurs, on l'a vu, il y avait potentiellement besoin de se rassurer à ce niveau-là, ou est-ce qu'ils vont chercher un O-line, et ils ont pris le meilleur O-line disponible, qui était Joe Alt. Donc pas vraiment de surprise non plus. S'ils avaient pris un receveur, c'était pas très grave, puisqu'il y en avait 3 globalement des receveurs, et nous on savait qu'on était très intéressés par au moins l'un de ces 3 receveurs. A priori, de ce qu'ils disaient, c'est que tu n'as pas trop de chance de te planter entre Rome Odunze, entre Malik Nabers et Marvin Harrison. Donc même s'ils avaient pris l'un ou l'autre, il nous en restait un autre. Toujours est-il qu'on arrivait en 6 et que les rumeurs qui disaient que les Giants étaient convaincus par JJ McCarthy étaient fondamentalement fausses, puisque s'ils l'avaient été, bien sûr, entre un receveur et un quarterback, si tu es persuadé que tu as ton quarterback du futur, tu vas plutôt prendre le quarterback. Donc voilà, Rome Odunze qui est pris derrière par les Bears avec le choix numéro 9. Donc les Bears, laisse tomber, ils se trouvent avec Caleb Williams, Rome Odunze, ils sont en train de se faire une attaque de maboule. Et les Vikings qui sont montés d'un cran pour aller choper, puisqu'ils étaient au pick numéro 11, ils ont trade avec les Jets pour aller chercher JJ McCarthy, pour être sûr que ni les Broncos ni les Raiders ne passent devant eux pour aller chercher McCarthy. Donc, Malik Nabers, puisqu'on parle de lui maintenant, écoute, Thiergo, je te laisse nous donner ton avis sur ce jeu. Je vous affiche son profil sur nfl.com. Ils lui mettent une note. Alors, je ne sais pas sur combien c'est cette note. 6,86. Il lui met, alors là, Next Gen Stat 92. J'imagine que c'est 92 sur 100, statut élite. Évidemment, ils te disent est-ce que c'est un day 1, day 2, jour numéro 3, 4, 5, 6. Non, bon, il n'y en a que 3 des jours, mais ils te disent le tour a priori sur lequel il part. Est-ce que ça va être un remplaçant qui a des chances de devenir titulaire? Est-ce que c'est un titulaire, machin? Bon, lui, évidemment, ils le mettent en élite. Thiergo, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu penses de ce choix et qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Alors, je vais juste revenir un peu en arrière, Oui. parce que tu as dit quand même aussi des choses qui étaient assez intéressantes sur le déroulé de la draft après les 3 premiers choix. C'est que les Chargers qui piquaient avant nous, il y avait aussi une autre chose qu'ils pouvaient faire et dont certaines personnes se doutaient, c'était avec Jim Harbaugh qui n'arrêtait pas de dire que JJ McCarthy était le meilleur quarterback de cette draft, ou au moins derrière Caleb Williams. Certains pensaient en fait qu'il disait ça pour inciter quelqu'un à monter et au 5e pick. Et d'ailleurs, apparemment, les Chargers ont reçu des coups de fil pour Justin Herbert, où on lui dit en fait, si t'aimes tant JJ McCarthy, pourquoi est-ce que tu veux pas nous filer Justin Herbert? Et non. Mais voilà, en fait, beaucoup de choses auraient pu changer. Tu vois, si les Vikings étaient montés en 5e pour prendre JJ McCarthy, est-ce qu'on aurait pris un Joe Alt plutôt qu'un receveur? Je ne pense pas. Non. Mais tout ça pour dire que si on se tourne maintenant vers Malik Nabers, c'est un joueur, au final, il n'y a pas beaucoup de surprises, parce que dans les 3 possibilités qu'on donnait le plus souvent aux Giants, c'était JJ McCarthy, Drake May
Malik Neighbors, et puis il y avait Rome Odunze qui revenait aussi. qui revenait une fois de temps en temps. Mais Malik Neighbors, c'était une prédiction qui était assez courante ces dernières semaines. Et pour parler du joueur un peu plus en détail, moi j'ai enfin pu regarder un peu quelques vidéos sur ce gars-là, et je dirais qu'en fait, la première chose qui marque chez Jayden Daniels, c'est à quel point il est explosif. Chez Malik Neighbors, Jayden Daniels, il est pas chez nous. Oui, pardon, excuse-moi. Je m'en mêle les pinceaux déjà. Ouais, chez Malik Neighbors, c'est qu'il est extrêmement explosif, et t'en parlais justement dans l'article qu'on a mis sur Only a Giant Blog, c'est que très souvent, il se retrouve genre 5 à 7 yards derrière les défenseurs. Ce qui est absolument énorme en termes de défense. Et on ne parle pas juste de défenses qui sont nulles en NCAA. Il faisait ça à des très très bonnes défenses comme Alabama. Il a une vitesse qui est absolument phénoménale. Son route running est plutôt bon, mais pourrait être amélioré. Et puis, il a surtout l'air d'avoir un contrôle de son corps qui est assez dingue. Ah bon, tu vois, c'est encore une fois un très très bon receveur qui sort de LSU, parce que rappelons-le, il y a Justin Jefferson, Jamar Chase qui sort de là, et puis aussi Odell Beckham Jr. il y a 10 ans maintenant. Donc je pense qu'on a récupéré un joueur qui va énormément contribuer dans cette attaque si le quarterback lui envoie le ballon, bien entendu. Oui, bon, je crois que peu importe le quarterback, dans tous les cas, quand tu as un receveur comme ça, tu arrives à t'en sortir. Alors, ce qui est intéressant, c'est et Nitti l'avait dit, je crois que Nitti avait annoncé, on va prendre, moi aussi, Jayden Daniels même. Regarde, sur cette action, tu vois, il part 5 yards. Le corner, il garde un coussin de sécurité et il lui met juste une petite feinte de corps et il se retrouve 6-7 yards dehors. Enfin, c'est la folie. C'est pas avait Jayden Daniels comme quarterback. C'est pas d'ailleurs le cornerback que les Eagles ont pris, là, le cornerback d'Alabama, qu'il est en train de battre sur cette vidéo? Non, c'est pas Alabama, leur cornerback qu'ils ont pris. Tu veux dire celui du premier tour? Ouais. Non, je m'en mêle peut-être les pinceaux, mais bon. Bref, peu importe. On va pas laisser de vidéo trop longtemps pour pas se faire striker. Je sais pas trop comment ça va se passer. Ça, on va voir. Je tente de mettre des vidéos pendant nos podcasts. On va voir si ça passe ou pas. Bref, toujours est-il que ce joueur, surtout, ce qui est intéressant, donc il est très rapide, il est capable d'accélérer, de s'arrêter, de repartir et de mettre du coup des feintes, puisque les mecs, quand ils le voient s'arrêter, les corners sont obligés de rattaquer et puis finalement, il leur passe dans le dos. Il est capable de gagner des yards après la réception, qu'il fasse des réceptions courtes, moyennes ou longues. Il sait jouer sur à peu près tous les tableaux, il sait courir à peu près tous les types de tracés, même si, voilà, à chaque fois qu'on regarde, ils disent, bon, peut-être qu'il pourrait améliorer ça quand il court les tracés, machin. Bon, ok, mais ça ne l'a pas empêché de mettre la misère à tout le monde. Il a fait le record de yards total à LSU. Il a, je sais pas, plus de 3000, je crois qu'il a 3003 yards, il dépasse 3000 yards sur 3 ans. Ça. Sachant que la première année, il fait un truc comme 400 et quelques yards. La deuxième, il fait un peu plus de 1000. La troisième, il fait 1006, je sais plus combien. Enfin bref, un truc assez taré. Et voilà, donc c'est un receveur qui est très complet, qui est enfin vraiment une menace comme on n'a pas eu depuis longtemps. Et comme je disais, peu importe le quarterback, quand tu as un receveur comme ça devrait te permettre voilà. On voit plein de quarterbacks qui font des très bonnes saisons, même si plein de receveurs qui font des très bonnes saisons, même s'ils n'ont pas le meilleur quarterback du monde en face. L'inverse est également possible. Tu arrives à avoir des équipes qui gagnent alors qu'ils ont des très bons quarterbacks et pas forcément des très bons receveurs. Donc voilà, on espère, et pour moi, l'objectif, c'est d'avoir des saisons à 1 milliard de manière constante avec un joueur comme ça, quoi. Alors bien sûr, est-ce que la transition avec la NFL va bien se passer? A priori, oui. Et LSU, c'est vraiment une usine à wide receiver. Donc je crois qu'on n'avait pas trop de chance de se planter avec ce pic-là. À moins qu'il y ait des blessures, mais ça n'a pas l'air non plus d'être spécifiquement ce qui se passe avec ce joueur-là. Alors, est-ce que tu as vu la vidéo quand il arrive chez les Giants pour la première fois et qu'il tape dans les mains de Josh Allen et Brent Double? Tu l'as vu, cette petite vidéo ou pas? Alors, je l'ai vu sur NFL Meme où ils mettent une petite musique de SpongeBob derrière en mode putain, il est trop vénère d'être chez les Giants. Il y a apparemment aussi une vidéo. Alors, je ne sais pas si c'était de ça dont tu veux parler, mais il y a aussi une vidéo où en fait il est en train de faire un live Instagram et tu entends derrière ses potes qui sont en train de
de se foutre de la gueule de Daniel Jones, et lui, il est un peu gêné, il arrête le live d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de gens qui disent que, en fait, vu qu'il a rien dit de positif lors des interviews sur Daniel Jones, parce qu'on lui a posé la question de ça tirait d'être drafté par les Giants, et il a dit ouais, je pense que les Giants, s'ils ont un gars comme moi, ils vont vouloir régler leur situation au niveau du quarterback. Ce qui veut dire un peu, bon, faut Et trouver un meilleur gars. il a dit cette phrase-là. Il a dit ça lors du combine. Oh là là, oh le bâtard. Mais le truc, c'est que bon, je ne sais pas si il est content ou pas content d'être chez les Giants parce qu'il n'a pas forcément un méga quarterback. Mais tu vois, moi, je serais l'agent de Malik Nabers. Je lui dirais, écoute, tu t'en fiches du quarterback parce qu'il est possible que dans un an, ce soit plus lui. Donc, fais ta vie. Tu bosses sur tes tracés, sur ta technique, etc. Et tout se passera bien. Je pense que après aussi, il va être dans une attaque où il y a quand même pas mal de créativité entre Dabble et Kafka. Ce qui nous manquait dans cette attaque, c'est un receveur qui est capable d'attaquer à tous les niveaux. Parce que tu as Jalin Hyatt qui peut aller en profondeur, tu as Wandale Robinson qui est le gars qui va te rattraper les passes courtes et qui est très shifty et peut faire pas mal de yak. Et Malik Nabers, c'est peut-être pas le plus rapide, et encore, comme on a dit, il est assez explosif, mais il est capable d'attaquer la profondeur, d'attaquer les milieux du terrain et aussi de faire des screen pass ou des jet sweeps. Donc en fait, c'est vraiment un receveur numéro 1 et c'est la première fois qu'on donne ça à Daniel Jones depuis qu'il est titulaire des Giants. Donc moi, c'est pour ça que je disais sur Twitter, bon, je pense que là, vraiment, pour le coup, Daniel Jones a plus tellement d'excuses. Les Giants n'ont pas drafté de quarterback, mais ça veut dire qu'ils sont prêts à faire une autre saison avec lui. Et maintenant, sauf s'il y a encore des blessures, c'est à lui de faire en sorte d'utiliser les armes qu'il aura à sa disposition. Ouais, moi, c'est plus les blessures qui m'inquiètent sur Daniel Jones, vraiment, c'est les ligaments, le coup 2 fois, enfin, c'est des blessures qui Ouais. au moindre pète, c'est fin de carrière, donc ça peut être, voilà. Alors je te reprends un tout petit peu, sur la rapidité. Il est quand même extrêmement rapide, hein, Malik Nabers. Parmi les 3 qu'on a cités, qui étaient les receveurs élites, c'est clairement le plus rapide et le plus explosif des 3 et sur la bon, donc bon, là, sur ça, je suis pas du tout inquiet et il va être, comme tu disais, capable d'attaquer sur tous les niveaux, donc le jeu moyen, jeu long, jeu court, ça va être une menace partout et voilà, ça me rappelle vraiment Odell Beckham. Je sais pas si tu te rappelles, mais ces 2-3 premières saisons avec les Giants, c'était le spécialiste pour choper une slant et gagner 50 yards derrière. Bon, il va être capable de faire ça aussi. Si vous regardez un peu les highlights de Malik Nabers, il y a des trucs où il attrape le ballon sur une réception très courte, il met un spin sur le corner qui vient le plaquer, après il arrive à se démarquer, il prend l'extérieur et il gagne le first down alors qu'il était court de 5-6 yards. Donc c'est clairement le mec qui, sur une 3e tentative et 12, peut te sortir un truc assez incroyable et te permettre de gagner le first down. Et voilà. Donc je pense que voilà, on a perdu Saquon Barkley qui était un joueur explosif, qu'il était beaucoup moins sur les dernières saisons. On va voir ce qu'il va nous sortir avec les Eagles, mais de nouveau là on retrouve une attaque très rapide. Et genre je sais plus quel beatwriter avait annoncé, j'ai discuté avec Dabble quand il est arrivé, il disait qu'il voulait rajouter de la vitesse sur l'attaque. Bon, je crois que ça fait 2 ans que niveau vitesse, là, pour le coup, avec tous les joueurs qu'on a récupérés, il y en a dans tous les sens, ça peut être partir dans tous les sens, ça peut être explosif dans tous les sens. On n'a pas pour autant abandonné la O-line. Si notre attaque n'est pas mieux que 31e l'année prochaine, franchement, ça va être déprimant parce que là, on a vraiment moyen de faire des choses assez incroyables. Ou alors, c'est vraiment que Daniel Jones a été au-dessus de son vrai niveau pendant 1 an en 2022 quand on va en playoff et qu'on gagne contre les Vikings, parce qu'on devrait être capable d'être bien meilleur que ça avec les joueurs qu'on a maintenant. C'est vraiment la saison de la dernière chance pour Daniel Jones. Ouais, c'est clair. Tu vois, je dirais que dans cette attaque, les 2 interrogations, c'est le côté droit de la ligne et tight end. Parce que côté droit de la ligne, bon, est-ce que Evan Neal va faire l'affaire? Il y a du renfort, certes. Je m'en fais pas trop à gauche avec Andrew Thomas. Mais il y a cette interrogation-là et on espère qu'il y aura du mieux avec Brice Hilo qui est là pour les coacher et qui avait fait un très très bon travail chez les Las Vegas Raiders. Tight end, Darren Waller, on ne sait toujours pas s'il revient ou pas. Certes, on a drafté
un joueur dont on parlera un peu plus tard lors de cet épisode. Mais c'est sûr que à ce poste-là, c'est un peu branlant, quoi. Je m'en fais pas trop pour running back parce que certes, même si j'étais le premier déçu de perdre Saquon Barkley et pas forcément à me dire que Devin Singletary était un remplacement de niveau équivalent, je pense qu'on a quand même une escouade de running back qui est tout à fait correcte, surtout si la ligne bloque bien en running game. Tu vois, on a une ligne qui peine en défense du pass rush, mais en run block, on n'est pas si dégueulasse que ça. Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le running back by committee, ça va être vraiment ça. On l'a déjà dit, mais je pense que ça va beaucoup plus tourner. D'ailleurs, on a drafté encore un running back qui était le premier running back en yard après premier contact. Donc, il va être capable d'aller encaisser les premiers contacts et gagner. Bon, on en parlera un petit peu après. Bref, et tight end, oui, ça commence à être un peu casse-couille qu'ils nous disent pas ce qu'il veut faire. On ne sait pas s'il va revenir ou pas. Donc c'est bon, voilà. En tout cas, on a été chercher un tight end avec le tour numéro 4, donc ça veut quand même un peu dire que on va pas attendre que notre ami, comment il s'appelle, Darren Waller. Darren Waller décide de choisir sa carrière de rappeur ou sa carrière de joueur de foot américain. Donc bref, on a oublié de dire aussi qu'il y a eu une petite dinguerie quand même. Il y a eu les Falcons qui ont pris un QB alors qu'ils viennent de donner un contrat de malade à Kirk Cousins. Enfin là, c'était incompréhensible. Les Falcons, ça fait 4 ou 5 ans d'affilée qu'ils prennent à chaque fois un joueur offensif type receveur ou running back. Là, ils prennent quarterback alors qu'ils viennent de récupérer un quarterback. C'est très compliqué de suivre quelle est la stratégie. D'ailleurs, il y avait une vidéo qui traînait où tu avais le propriétaire des Falcons qui discutait avec le GM. Et le GM était en train d'essayer de lui expliquer pourquoi il a fait ça. Enfin bref, surtout bon, on va pas en parler 8 ans, mais ce qui était un gros problème, c'est qu'en fait, il est déjà âgé, ce quarterback. Il a 25 ans, je crois. On a Kirk Cousins qui est là pour quelques années et qui ne peuvent pas virer comme ça du jour au lendemain. Donc les mecs disent, mais il va pas jouer avant ses 30 ans, en fait, ce mec. Donc je ne sais pas ce qu'il prévoit, mais ça ne nous regarde pas. Avançons un tout petit peu cette draft. Pick numéro 2, Tyler Nubbin, safety Minnesota, qui était pour beaucoup le meilleur safety de cette draft. On a perdu Xavier McKinney, on va chercher un safety au deuxième tour. McKinney qui d'ailleurs a été pris au tour numéro 2, si je ne dis pas de bêtises, quand il était arrivé de la draft. Qu'est-ce que tu penses de ce choix? Est-ce que tu penses que c'était bien vu d'aller chercher un safety à ce moment-là de la draft? Alors, pour tout dire, je ne connaissais absolument pas Tyler Nubbin, puisque comme je vous ai dit lors du dernier podcast, je ne fais pas d'analyse des joueurs avant la draft. Je l'ai juste fait pour le haut du premier tour, parce qu'on pouvait potentiellement prendre des quarterbacks. Mais quand Nitti a réagi sur le chat, il était super content et tout. Je me suis dit, bon, bah, ça, c'est un bon signe. Et bien entendu, c'est le meilleur safety du board. Au deuxième tour, ça nous rappelle en effet Xavier McKinney qui avait été drafté dans le haut du deuxième tour, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et de ce que disent en fait les scouting reports et de ce qu'on peut voir un peu sur les vidéos, c'est que c'est un joueur qui a l'air d'avoir énormément d'instinct et une très bonne intelligence footballistique, si on peut dire les choses comme ça. Et il est d'ailleurs... en fait, il fait beaucoup d'interceptions. Il a l'air d'avoir d'excellentes mains. Donc, ça peut être un joueur extrêmement intéressant pour, à mon avis, être free safety aux côtés de Jason Pinnock ou Dane Belton, je ne sais pas. En tout cas, je le vois comme étant un titulaire, vu qu'on a quand même un sacré trou au poste de safety. Et on en avait parlé d'ailleurs pendant le bilan d'intersaison que c'était un peu inquiétant de voir l'état de la secondary et tu l'avais dit que peut-être que pendant la draft, Joe Shane adresserait ces postes-là. C'est ce qui s'est passé. Donc Tyler Nubbin, moi j'attends énormément de lui. J'espère qu'il pourra faire autant d'interceptions qu'il en faisait au niveau universitaire. Et puis après, certes, il doit avoir certaines faiblesses. Apparemment, il n'a pas une super vitesse qui fait qu'il n'est pas très très bon en man coverage, mais ça reste tout de même un excellent joueur. Oui, c'est exactement ce que tu disais. J'allais en parler. Le score d'Athletic
d'athlétisme, le score athlétique, je ne sais pas comment traduire ça. Effectivement, il n'est pas ultra rapide, donc, mais voilà, c'est un petit peu le seul point négatif, mais il compense très largement par son instinct, par sa vision du jeu, et c'est grâce à ça qu'il souvent, enfin, il l'appelle le fameux qualificatif en anglais, c'est le ball hawk, c'est le mec qui est toujours au bon endroit et qui va toujours attirer le ballon à lui quasiment et qui fait beaucoup d'interceptions. Donc il est très fort là-dessus, mais également, ce qui impressionne quand on regarde ses vidéos, c'est sa capacité à attaquer sur la ligne quand il y a besoin. Donc il est vraiment dans la boîte quand il y a besoin. Il est capable d'aller soit le profond du terrain, soit dans la boîte et d'aller plaquer le running back. Et il est physique, il va au contact, il fait des plaquages. Et ça, je sais que ça plaît énormément à Brian Daboll. Il adore les mecs qui sont très... à chaque fois, j'ai versatile, mais c'est pas ça le terme, très polyvalent. Qui sont capables d'être un peu partout. Voilà, donc ça, c'est très bien. Et je pense qu'on a un secondary là, qui redevient très intéressant. Tu parlais de Dan Belton, tu parlais de Jason Pinnock. Pinnock, c'est un peu le même profil en fait. Je pense que Pinnock est un niveau en dessous quand même, mais Nubin devrait être un petit peu meilleur. Mais c'est un peu le même profil dans le genre, on est capable de défendre en profondeur s'il y a besoin, on est capable d'aller dans la boîte et d'être physique et de s'imposer sur un running back quand il y a besoin aussi. Donc ça, moi, ça me plaît beaucoup et j'adore ce genre de joueur. Donc je suis très content qu'on ait été chercher le meilleur, a priori, évidemment, je ne suis pas assez connaisseur, mais a priori, le meilleur safety qui était disponible sur sa draft. Donc ça, c'est plutôt très cool. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce joueur ou est-ce qu'on passe au suivant ? Oui, parce qu'en fait, cet après-midi, j'écoutais justement un podcast sur le deuxième et le troisième tour. Et apparemment, Tyler Nubin a passé la saison à jouer avec un problème de genou. Et en fait, je dis pas ça comme forcément étant une source d'inquiétude parce que il s'est fait opérer et les choses ont l'air de bien se remettre en place. Mais je dis surtout ça par rapport au fait, en fait, que c'est un joueur qui est vraiment, enfin, de la solidité et est capable de jouer à travers une blessure, et ça correspond entièrement à la philosophie de Joe Schoen et Brian Daboll, hein, qui veulent des joueurs smart, hein, donc on a parlé de son intelligence, reliable, donc fiable, et c'est quoi le dernier ? Non, c'est pas ça, c'est smart of dependable. Voilà, smart of dependable, donc intelligent, dur et fiable. Parce que dependable, on peut le traduire un peu comme ça. Dépendable, un joueur dépendable, évidemment. C'est une traduction parfaite. mais tout ça pour dire que il rentre complètement dans ce modèle-là. Et apparemment, il était aussi extrêmement ému d'avoir été drafté par les Giants. Et il a dit, mais c'est la meilleure décision que vous ayez pu faire. Enfin, tu sens que... Moi, j'adore justement de voir des joueurs qui sont comme ça, qui sont... c'est l'accomplissement de leurs rêves parce que c'est des gars qui font ça depuis l'âge de 7-8 ans, qui ont fait beaucoup de sacrifices dans leur vie pour en arriver là. Et du coup, j'ai hâte de voir ce talent se transformer en NFL et j'espère qu'on en tirera quelque chose d'extrêmement positif. Ouais, la vidéo, effectivement, quand il l'appelle et que tu l'entends au téléphone, il est en larmes au téléphone, il est trop content, il dit c'est la meilleure décision que vous avez prise de me drafter, machin. Donc voilà, c'est très différent de Malik Nabers qui dans son swag, entre guillemets, est un peu comme ça, nonchalant, même quand il est en interview. Mais je pense que c'est juste le gars qui est comme ça, en fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Ils l'ont Deontay Banks aussi était comme ça. Hein. Oui, mais souvent les mecs des premiers tours, c'est des mecs qui sont un petit peu, tu sais, les receveurs, les corners qui sont au premier tour, et ils ont besoin de ça en fait, ces mecs-là, parce que c'est un peu une confiance en soi démesurée, mais dont tu as besoin en fait si tu veux t'en sortir. Tu peux pas être un enfant de cœur qui voilà, comme ça un peu frileux et tout. Il faut que tu arrives avec ta confiance et que tu sois prêt à tout démolir. Donc c'est pas pour ça qu'il va pas être très bon en Nabers, mais c'était quand même très cool de voir ce mec-là très heureux d'être drafté et tu sens que voilà, il est content d'arriver chez les Giants, donc ça c'est très cool. On enchaîne avec le pick numéro 3, Andrew Phillips, donc pick numéro 3 du tour numéro 3, numéro 70. Donc en fait, si je dis pas de bêtises, c'était assez bas dans le tour numéro... Non, c'est lequel Si, c'était celui-là. Il y a un des tours, on était tout en bas parce qu'on avait fait un trade, je sais plus. Bref, peu importe. Dans tous les cas, c'est le deuxième tour normalement parce que c'est le deuxième tour, on devait avoir le 39e pick du fait de notre classement.
Sauf que ce tour-là, on l'a envoyé aux Panthers pour avoir Brian Burns et on avait le pick 47, donc fin de deuxième tour, des Seahawks qui nous avaient donné pour Leonard Williams. Je crois qu'il y avait un swap aussi de tour du 5e ou 6e, un truc comme ça. Donc, il y avait une histoire probablement. Ouais. Mais là, 70e pick, c'est le pick qu'on devait avoir au 3e tour, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ça, donc 6e choix dans le 3e tour. Et apparemment, en fait, Andrew Williams... Andrew Phillips, mais tu arrêtes de dire n'importe quoi avec les noms, c'est pas possible ça. Andrew Williams, le mec, il invente des joueurs comme ça, quoi. Andrew Williams, Andrew Phillips. Non, mais ça va me prendre 3-4 ans pour connaître son nom. Voilà. Et... Quand tu vas se faire récupérer par une autre équipe, tu arriveras enfin à dire son nom, quoi. Bravo. Super. Ouais, non, mais c'est Daniel Jeremiah qui disait que Andrew Phillips était le 51e meilleur joueur sur son big board. Donc après, donnez la crédibilité que vous voulez à Daniel Jeremiah en tant qu'analyste NFL, mais pour moi, il a quand même une sacrée bonne réputation comme évaluateur de talent. Donc récupérer Andrew Phillips, cornerback au 70e choix, ça a l'air d'être une très très bonne affaire. Et puis encore une fois, on a Nitti qui a sauté au plafond et qui était ravi. Ouais, non, je pense effectivement un choix qui convient bien. Là aussi, un mec qui est capable de jouer sur les extérieurs, à l'intérieur. Encore une fois, un mec assez polyvalent, donc ça, c'est vraiment une constante. Qui devrait, je pense, essayer de se faire sa place soit sur le poste de CB2, soit sur le poste de nickel corner. On verra comment ça se goupille un peu tout ça, mais là on en avait clairement besoin, puisque avec le départ d'Adoree Jackson, qui joue, d'ailleurs je n'ai pas suivi, mais il n'a toujours pas d'équipe, je crois, Adoree Jackson, enfin j'en sais rien, peu importe. Je pense qu'il en tout cas, je crois que c'est Andrew Phillips qui a pris le numéro 22, parce qu'on les a vus avec leur numéro, et quelqu'un, je sais plus qui, je suis désolé, j'ai plus le nom en tête, mais est venu dire, qu'est-ce que c'est ce bordel, il prend le numéro 22 comme numéro de maillot, et oui, effectivement, Adoree Jackson n'est plus là, donc le numéro 22 n'est plus pris, donc, et je crois que c'est numéro 31 et 22 pour nos deux DB qui ont été qui viennent d'arriver chez les Giants. Mais bref, peu importe. Et Phillips, apparemment, était coéquipier de Wan'Dale Robinson en 2021. Oui. Et en fait, juste après qu'il ait été drafté, Wan'Dale Robinson a commencé à lui envoyer des textos. Ils sont en mode, ils sont en train de se trash-talker en disant je vais être contre toi à l'entraînement et tout. Enfin, tu vois, c'est de la camaraderie, quoi. Mais Wan'Dale Robinson le connaît bien et était super content que les Giants le récupèrent. Donc, ça va être intéressant à voir, en effet, de savoir à quel poste il jouera, parce que de ce que je comprends, c'est un joueur qui apparemment est peut-être plus à l'aise en zone coverage qu'en man, mais les analystes disent qu'il a une fluidité de mouvement qui est très très bonne. Donc, ce qui est assez important quand tu dois suivre des receveurs, être capable de faire du backpedal, de changer de direction très rapidement. Donc, à voir ce qu'il peut apporter sur le terrain. Ouais, non, à mon avis, il y a moyen. Ça va être une sacrée compétition pour voir qui va être titulaire au niveau de nos cornerbacks. Donc c'est bien, on a besoin de monde, on a besoin de rotation. On a vu les dernières années à quel point ça pouvait tourner dans nos DB. Des mecs qu'on n'attendait pas vraiment, qui ont eu des rôles importants parce qu'on les a mis au bon endroit au bon moment, parce que le coach a fait ce qu'il fallait. Donc ça, c'est très bien. On a toujours un super coach des corners. Donc je suis assez content aussi de ce choix-là. Et oui, tu disais avec Robinson, ils étaient coéquipiers et ils se trash-talkaient beaucoup. Et il y a un reporter qui a demandé en interview à Andrew Phillips, il a dit contre qui tu es plus pressé de t'opposer. Donc il a dit 2-3 joueurs, je sais plus, des mecs un peu élites en NFL, et puis il a dit mais en fait c'est plutôt Wan'Dale Robinson, parce qu'on se trash-talkait beaucoup aux entraînements et c'est compétition tous les jours, donc voilà, ça c'est plutôt cool. Tour numéro 4, je vais repartager l'écran. Theo Johnson, tight end, Penn State. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure. Alors, j'ai plus en tête ses mensurations, mais il fait 2 mètres, genre 10, 130 kilos. Enfin, c'est une espèce de bœuf absolu, le gars, qui est très athlétique, très rapide pour un gabarit comme ça. Là où, a priori, pourquoi il est descendu si bas, parce qu'on se dit pourquoi un mec comme ça, aussi monstrueux, etc., qui était un ancien wide receiver reconverti en... j'arrête pas de faire tomber mon stylo. Wide receiver reconverti en tight end, pourquoi est-ce qu'il est drafté si bas? En fait, a priori, les inquiétudes, c'est surtout sur sa production, puisqu'à Penn State, il n'avait des stats pas incroyables, à croire que les Giants misent en fait un petit peu sur ce qu'ils peuvent obtenir de ce gars-là. En tout cas, c'est un physique un peu à la Darren Waller, un mec vraiment grand, etc., qui est un très bon receveur, mais qui est aussi capable de bloquer.
Donc, moi, je dis pourquoi pas ce choix. On avait besoin, on était un tout petit peu faible. On avait parlé pendant l'intersaison, on avait récupéré des tight ends, mais c'était surtout des bloqueurs, des mecs qui avaient en stat à la passe, qui avaient genre 2 réceptions 10 yards. Enfin, tu vois, tu peux pas compter sur ces mecs-là pour le jeu de passe. Là, on a vraiment un vrai tight end receveur qui sait aussi un petit peu bloquer, mais qui est surtout un tight end qui va attraper des passes. Donc, je trouve que c'est plutôt un choix intéressant. Ouais, et puis si on part du principe que Darren Waller ne jouera plus en NFL, partons sur le pire scénario, ça fait un bon complément pour Daniel Bellinger. Daniel Bellinger nous a montré des choses intéressantes lors de sa saison rookie. La deuxième était moins transcendante, mais ce serait logique, en fait, si Darren Waller n'est pas là, que Bellinger soit titulaire. Alors, bien entendu, il faudrait qu'il mérite sa place et que Theo Johnson soit le numéro 2. Après, on peut toujours avoir des surprises pendant le training camp. Et puis, malheureusement, aussi, les blessures peuvent se mettre en travers du chemin. Mais comme tu dis, ça manquait de profondeur à ce poste-là. Même si on avait signé des joueurs, c'était pas des grands noms. Et comme on l'a dit un peu plus tôt, enfin moi, mes seules inquiétudes sont sur le côté droit de la ligne offensive et le poste de tight end. Là, c'est qu'un 4e tour, donc il ne faut pas attendre des merveilles, mais ça rajoute du monde sur le banc et ça peut être extrêmement utile si on arrive à le coacher correctement. Ouais, alors il y avait les gars de comment il s'appelle, Talking Giants, qui étaient ultra hypés par ce joueur. Ils ont remontré un replay de quand ils analysent beaucoup les joueurs, etc. avant, et disaient s'il y a un tight end qui peut être Hall of Fame dans tout, c'est lui. Alors bien sûr, il n'y a rien de garanti. Ils disaient juste le potentiel est là, et regarde le score d'athlétisme, le score athlétique 87, c'est très élevé. Ouais. Ça le positionne, tu vois, 2e parmi les tight ends. Enfin, c'est un mec qui a vraiment un gros potentiel, qui est grand, qui est lourd, qui est physique, qui court des bons tracés, qui est rapide. Donc, si on sait le coacher correctement et qu'on arrive à faire en sorte de le mettre dans des bonnes dispositions, il y a moyen d'en obtenir quelque chose d'intéressant de ce joueur-là. Donc ça, c'est plutôt... voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est un choix qui est quand même assez intéressant. On enchaîne sur le 5e choix, et ça, c'est la spéciale Joe Schoen maintenant. Aller chercher des running backs dans les... Je crois que c'était déjà Eric Gray, c'était peut-être 5e ou 6e l'an dernier, je ne sais plus. Mais j'ai l'impression que Tyrone Tracy Jr. est quand même un niveau un peu au-dessus par rapport à Eric Gray. Il a des stats, alors bien sûr, c'est 5e tour, donc c'est pas un mec élite qui va te faire des trucs incroyables, mais il va pouvoir rentrer sur certains jeux. On l'a dit, running back by committee, donc tourner quand il y a besoin. Il a a priori les mains sûres. C'est un mec qui était wide receiver pendant longtemps. Il est assez vieux, il a 25 ans, il y a eu une histoire, il a voulu jouer vraiment receveur, et puis ça ne prenait pas vraiment. Et il y a un ancien coach qui lui avait dit, mais moi je te ferai jouer running back, qui sur sa dernière saison était de nouveau son coach. Il lui a dit, bah, tu vas jouer running back à Purdue, et donc en fait c'est un running back qui a 0 drop quand c'est des passes lancées dans sa direction, parce que c'est un ancien wide receiver. Enfin, c'est pas pour... voilà, donc il a quand même des bonnes mains. Ça va nous changer de Saquon Barkley quand même. Ah putain, alors c'est pas pour le nombre de fois où... Et j'étais très heureux dès l'autre fois d'avoir écouté un podcast où les mecs disaient, alors moi quand même Saquon Barkley, il y en a qui disaient du bien, mais je trouve qu'au niveau drop c'était relou. C'est pas faute de l'avoir répété à un paquet de podcasts où je disais, moi je trouve que quand même il drop beaucoup de ballons. Là c'est vraiment différent, et c'est pareil, c'est un joueur où il va falloir le mettre dans des bonnes conditions, parce que tu peux pas, comme un Malik Nabers, dire à chaque jeu il va faire un truc incroyable, mais sa capacité, comme on l'a dit, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, à encaisser le premier contact et gagner des yards derrière, il était, je crois que la stat c'est qu'il était numéro 1 tous les runnings sur cette stat là en termes de yards gagnés après le premier contact. Donc c'est là aussi un joueur intéressant. Je ne sais pas si c'était le meilleur running back qui restait à ce moment-là, mais on devrait pouvoir en faire quelque chose de ce mec-là. Ouais, je ne l'ai pas encore regardé, Tyrone, mais en effet, alors moi, c'est pas Talking Giants que j'écoute, c'est plutôt Big Blue Banter. Et puis pareil, il disait énormément de bien de ce gars-là alors c'est marrant, quand on entend ça, on a envie de dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été pris plus haut dans ce cas? Parce que tout le monde ne peut pas être pris très très haut. Mais pour la fin de draft, c'était un joueur qui était très en vue. Comme tu le dis, Joe Schoen, encore une fois, renforce le poste avec des fins de tour. Et puis, ça rentre dans sa philosophie que
Les running backs, ça n'a pas une valeur absolument immense, donc ça sert à rien de les prendre haut et ça sert à rien de les payer cher, même si ça fait beaucoup de malheureux, dont moi. Mais je m'en remettrai, je vous rassure. À un bout d'un moment, j'arrêterai d'en parler. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir la compétition avec Eric Gray. Parce que Eric Gray nous a montré des petits trucs intéressants de temps en temps, mais c'est jamais vraiment imposé sur le terrain. Il a très peu joué l'année dernière, Eric Gray, malheureusement, à cause de Saquon Barkley notamment. Mais tu parlais de running back by committee, donc un comité de running back. Là, avec Devin Singletary, c'est Tyron Jackson. Tyron, c'est quoi son nom? Tyron Tracy. Voilà, tu viens encore d'inventer un joueur, le 8e joueur inventé du podcast quand même. Bravo Thiergo. encore mieux que ChatGPT. Tyron Tracy, Eric Gray, et puis je sais plus si on a encore Gary Brightwell. Je pense que si on a toujours Gary Brightwell, lui, il doit vraiment flipper en se disant putain, c'est clair. J'ai plus ma place dans cette Pourtant, lui, il était pris. Je me demande si c'était pas 4e tour. Je crois qu'il était pris un peu plus. Non, Gary Brightwell, c'était 6e tour. Ah bon, je suis sûr que c'était 6e tour. Okay. Bon, en tout cas, là, on a un paquet de running back c'est assez dingue qu'il soit 6e. Ouais, on a beaucoup de running back pris 5-6e tour, donc ils vont pas tous pouvoir jouer, ça c'est sûr. Mais forcément, running back, tu vas privilégier plutôt les jeunes, puisqu'on sait à quel point ça peut se faire péter rapidement, même si c'est pas le temps de jeu de Gary Brightwell qui a fait en sorte qu'il a pu se blesser ou qu'il a pu. C'est un peu, tu sais, s'ils étaient dans un jeu vidéo, tu aurais un peu ta durée de vie, tu sais, tu commences à 100 et puis les running backs ils baissent très vite jusqu'au moment où un peu à la Saquon Barkley, il commence à être un petit peu cramos, même si, je dis ça, il va nous faire une saison de malade chez les Eagles, tu vas voir. Il nous reste un dernier tour, et j'ai rien à dire, parce que je ne connais pas du tout ce joueur, personne ne le connaît d'ailleurs, mais Josh Allen avait l'air de connaître, puisqu'il a parlé beaucoup de lui. C'est Darius, je ne sais même pas comment on prononce, Muasau. Je sais pas. Bref, linebacker UCLA qui a beaucoup joué, qui a fait beaucoup de plaquages, mais qui est arrivé au 6e tour. Donc c'est forcément, pour l'instant, un mec un peu special teams, mais on verra ce qu'on arrive à en faire. Donc ça donne un peu de profondeur au poste de linebacker. Apparemment, c'est un gros contributeur en special teams qui a tapé dans l'œil de notre coordinateur des special teams. Donc plutôt bon signe. De toute façon, là, on est en train de parler de la fin de draft, donc tu n'es pas vraiment en train de miser sur des titulaires. Et s'il veut sa place dans son équipe, il faut qu'il contribue en special teams. Avec des joueurs comme Micah McFadden qui maintenant vont être beaucoup plus présents en défense que plutôt en phase de special teams. On a besoin de linebacker pour renforcer cette escouade, de special teams, pardon. Et puis il ne faut pas oublier que après la draft, et on en parle, enfin moi j'ai rien préparé concernant les UDFA, mais les undrafted free agents, on va avoir encore pas mal de joueurs qui vont se rajouter à toute cette classe. Il y en a déjà eu. Peut-être des rookies intéressants. Il y en a eu, j'ai vu ce matin, alors j'ai plus en tête, il y a un peu de tout, de toute façon c'est toujours un petit florilège de joueurs, et puis tu as toujours un ou deux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, qui finissent en practice squad, voilà, donc puis certains finissent par jouer dans la saison, donc c'est quand même intéressant, dont des quarterbacks qui ont réussi à jouer pour les Giants l'année dernière en étant non draftés, donc tout est possible. Voilà, on a fait le tour de ces picks puisque nous n'avions que 6 picks. Alors rappelons quand même que Brian Burns est presque un joueur drafté, sauf qu'on le paye très cher, mais à peu de choses près, c'est ça, puisqu'on l'a eu pour un 2e tour. On a eu un joueur du 7e tour, c'est notre ami, comment il s'appelle, le linebacker qu'on a eu l'année dernière des Cardinals. Mince, j'ai oublié son nom. Je suis toujours aussi nul avec les noms. Isaiah Simmons, merci. Tu vois que tu étais fort sur les noms. Et donc ça, c'était un 7e tour. Il y en a quelques-uns, je me rappelle. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'avait pas de 7e tour, puisqu'on a eu Isaiah Simmons. Donc on peut imaginer, on peut considérer que finalement, notre 7e tour, c'est comme si on avait drafté un linebacker qui est quand même pas si dégueu que ça pour ce qu'il est capable de faire, si on l'utilise correctement. On va, suite à ce podcast, on va après essayer d'anticiper un petit peu. On ne va pas vous abandonner. Il y aura quand même d'autres podcasts. On va essayer un petit peu de voir ce qui va se passer, même si là, on va rentrer dans la phase de la saison où il ne va plus rien se passer, parce que la draft est terminée.
Il y aura quelques entraînements, il y aura certains qui seront mandatory, d'autres non, ou il y aura des entraînements qu'avec les rookies au début, et puis ce sera Je me demande d'ailleurs à quoi ça ressemble ces entraînements, parce qu'ils ne doivent pas avoir assez de joueurs pour faire des vraies oppositions, donc ça doit être juste des petits drills qui se font, je ne sais pas trop comment ils font ça. Bref, il y aura quand même des choses à raconter un petit peu sur les insiders qui nous disent, bah voilà, j'ai vu lui, il est plus grand en vrai que ce que je pensais, lui il est plus rapide, lui il a des bonnes mains, donc il y a quand même des infos intéressantes, et on va essayer de faire quand même des podcasts de manière assez régulière pour continuer à vous donner des informations. Voilà, donc une draft, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire, il y a toujours les notes, les A+, les A-, les D, les machins, les trucs, tu peux dire ce que tu veux, ça n'a aucune valeur tant que les mecs n'ont pas joué et tant qu'on n'a pas vu 2-3 ans. Voilà, sur le papier, ça peut être la meilleure draft du monde et au final, ça donne rien du tout, donc ne nous enflammons pas, on verra bien. C'est a priori intéressant, il y a eu des choix qui sont logiques, on va dire en tout cas, on n'a pas eu de trucs à la Gettleman, encore une fois, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Tout est à peu près logique. Ça devrait être intéressant. Et j'espère en tout cas que notre attaque, moi, ne sera pas 31e cette année. C'est le souhait que j'ai pour la saison prochaine. Faites qu'on ait une attaque qui soit au moins dans le top 20, s'il vous plaît. J'en ai marre d'avoir des attaques toutes pourries parce que ça devient très fatigant. On veut voir du beau jeu. On en voit défensivement ces dernières années, mais offensivement, c'est en effet assez dur. Mais je pense que déjà, avec Malik Nabers, on tient quelque chose qui va être très, très intéressant. Et puis voilà, que ce soit Daniel Jones, Drew Lock ou même Tommy DeVito, en effet, comme tu l'as dit, le gars, il arrivera à faire des big plays parce que il a l'air d'avoir une capacité à se démarquer qui est assez impressionnante. Ouais. Tout à fait. Et ça nous amène à la fin du podcast. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. J'espère que les informations qu'on a pu vous donner vous auront permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce que les Giants ont pu faire sur cette draft. Et puis, on vous dit à très bientôt. On n'a pas de date exacte pour le prochain podcast, mais n'hésitez pas à nous suivre sur @NYGiantsFR ou Thiergo. C'est @Thiergo, hein, c'est ce qu'on voit comme nom à l'écran, hein, si je dis pas de bêtises. Exactement. Voilà. Donc, suivez-nous pour suivre l'actualité et on vous tiendra informé de tout ce qui va se passer. Merci Thiergo, à plus tout le monde. Ciao. À bientôt.